Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. On commence avec les titres de l'actualité de ce mercredi 4 juin. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Le président de la République a adressé ce mercredi également un message de condoléances à la famille du défunt Moudjahid Mostafa Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort. Renforcement de la coopération entre Alger et Kigali à la faveur de la visite du président rwandais en Algérie. Une visite marquée notamment par une entente sur la dynamisation de la coopération bilatérale et une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie met en lumière la forte croissance économique et le recul de l'inflation en 2024. L'Algérie, qui a décroché la première place en tant que championne de politique pour l'environnement entrepreneurial au monde. Et l'extrême droite française poursuit sa campagne haineuse contre l'Algérie en instrumentalisant des journalistes et des youtubeurs qui propagent leur venin contre leurs compatriotes. On en parle dans un instant. Et pour la fin du journal, on découvrira un des plus beaux monuments historiques de la capitale, la citadelle d'Alger. Construite au XVIe siècle, c'est l'une des étapes incontournables à visiter dans la Casbah d'Alger. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce mercredi un message de condoléances à la famille du défunt Moudjahid Mostafa Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort. En voici le contenu. Dieu Tout-Puissant a rappelé à lui le Moudjahid Mostafa Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort, rescapé de la guillotine, qui était responsable d'un groupe de fidaïlines et a connu l'amertume de l'attente dans le couloir de la mort à la prison de Montluc à Lyon. Le défunt s'en est allé, laissant le souvenir d'un moudjahid courageux, témoin des atrocités du colonialisme, entouré d'estime et de considération. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde, lui et sa compagnon, parmi les moudjahidines et les vaillants martyrs, demeurant un symbole immuable, ayant marqué moralement le colonisateur par leur impassibilité face à l'exécution imminente, une détermination qu'ils ont léguée à des générations d'Algériens jusqu'à ce jour, a écrit le président de la République dans son message. En ces douloureuses circonstances, je vous adresse ainsi qu'à ses frères moudjahidines mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de vous prêter patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons, a conclu le président de la République dans son message. Nous le disions en titre, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a quitté Alger à l'issue d'une visite officielle en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du ministre de la Poste et des Télécommunications. La visite officielle du président de la République du Rwanda en Algérie a été marquée par un accord sur la dynamisation de la coopération bilatérale et une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Le président de la République a qualifié la visite du président rwandais de précieuse opportunité, ayant permis d'avoir des riches entretiens au cours desquels il a été convenu de dynamiser et d'entendre la coopération et d'étendre la coopération. Synthèse de cette visite avec Yasmine Saoudi. L'Algérie et le Rwanda affichent une volonté politique claire de renforcer leur coopération bilatérale
dans le cadre d'un partenariat sud-sud équilibré et mutuellement bénéfique. La visite officielle du président rwandais est venue consolider les échanges et poursuivre la concertation sur les grandes questions régionales et internationales. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé au siège de la présidence de la République un accueil officiel à son homologue rwandais avant de s'entretenir avec lui en tête-à-tête. Cette visite a été qualifiée par le président de la République de précieuses opportunités ayant permis d'avoir de riches entretiens au cours desquels il a été convenu de la nécessité de dynamiser et d'étendre la coopération. حول مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي وإرساء آليات لترقية المبادلات التجارية ومنها مجلس الأعمال الجزائري الرواندي وتنظيم لقاءات دورية بين المتعاملين الاقتصاديين والمشاركة في المعارض ذات الطابع الاقتصادي. Le président de la République a également mis en avant la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales. وأود هنا أن أثمن اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل قليل وتكريسها في مشاريع ملموسة وأعرب عن الارتياح لتقارب وجهات النظر بين بلدينا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتمسكنا بمبدأ الحلول السلمية للنزاعات ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون القارة الإفريقية. Les deux parties ont souligné leur soutien au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination, ainsi que la nécessité de mettre fin immédiatement à l'agression contre le peuple palestinien. الآراء حول مناطق التوتر والنزاع في إفريقيا وأكدنا دعمنا للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء حر ونزيه وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما أتاح لنا هذا اللقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجددنا في هذا الشأن دعمنا الكامل لمساعي الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل. كما تطرقنا إلى تداعيات الأزمة في السودان وضرورة تنشيط دور الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحل المنشور. عبرنا في هذه المناسبة عن انشغالنا العميق بالأوضاع في غزة وضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية في أقرب الأجال ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. Pour sa part, le président rwandais a qualifié ses entretiens avec le président de la République de constructifs et fondés sur une amitié solide et enracinée entre les deux pays. Monsieur le Président, je vous remercie une fois de plus pour votre générosité et l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Cette magnifique ville, à la fois empreinte d'histoire et tournée vers le progrès, témoigne de la force et de la dignité du peuple algérien. Dans des moments d'incertitude comme ceux que nous traversons à l'échelle mondiale, l'Afrique doit rester unie autour d'une vision commune. Le président et moi-même avons eu des échanges très constructifs qui s'inscrivent dans le prolongement de l'amitié de longue date entre nos deux pays. La visite du président rwandais en Algérie a été couronnée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération bilatérale, notamment celui des télécommunications, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'économie numérique, de la promotion de l'investissement, de l'industrie pharmaceutique, de la formation professionnelle et de la police. Des entretiens bilatéraux ont également réuni les membres des délégations algériennes et rwandaises au siège de la présidence de la République, témoignant de la volonté des deux parties à renforcer la coopération bilatérale.
La visite du président rwandais en Algérie témoigne de la solidité des liens entre Alger et Kigali et reflète l'engagement des deux pays à bâtir un partenariat stratégique tourné vers l'avenir. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à une communication sur l'état d'avancement de la réalisation des projets inscrits dans le cadre de la vision stratégique du président de la République pour le développement et l'aménagement de la baie d'Alger. Par ailleurs, le gouvernement a entendu une communication sur le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route relative à la modernisation des moyens de paiement adoptés en mai 2024, ainsi que les nouvelles mesures proposées pour le développement et la généralisation du paiement électronique. Le gouvernement a également entendu un rapport d'étape sur l'état d'avancement de la feuille de route pour la réduction des délais d'attente des navires en rade et de passage portuaire des marchandises à l'importation, mise en œuvre dans le cadre de la stratégie de développement et de promotion de la gestion des ports, et ce, en exécution des instructions du président de la République. Le gouvernement a également entendu une communication sur l'état d'avancement du projet d'extension du port de Djenjen, qui fera de ce port un important pôle d'échange de marchandises dans le bassin méditerranéen. Enfin, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme national de dessalement de l'eau de mer, le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement des travaux de raccordement des 5 grandes nouvelles stations de dessalement d'eau de mer visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants des wilayas côtières et limitrophes. Et en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a décidé d'envoyer une équipe composée de cadres, d'experts et de techniciens du groupe Sonelgaz en Syrie afin d'évaluer sur place l'état du secteur de l'électricité syrien. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, s'est entretenu par téléphone avec son homologue syrien, Mohamed El-Bachir. Les échanges ont porté sur la proposition d'un plan d'action détaillé visant à soutenir les capacités de production, de transport et de distribution de l'électricité, ainsi que l'entretien des réseaux et des équipements électriques essentiels en Syrie. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, notamment dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d'électricité, ainsi que la maintenance des réseaux et équipements électriques. Mohamed Arkab a exprimé la disponibilité de l'Algérie à accueillir des techniciens syriens dans le cadre d'un programme de formation du groupe Sonelgaz dans les domaines de l'électricité et du gaz. Les deux ministres ont exprimé leur volonté commune de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale pour inclure d'autres domaines d'intérêt commun, notamment les hydrocarbures, les mines et les énergies renouvelables. Ces entretiens s'inscrivent, rappelons-le, dans le cadre du suivi des résultats de la visite effectuée à Damas en février dernier par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines en qualité d'envoyé spécial du président de la République. La juge algérienne Shafiqa Ben Saoula a été élue hier vice-présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les élections ont lieu lors du premier jour de la 77e session ordinaire de la Cour qui a lieu à son siège en Tanzanie. Le nouveau bureau a un mandat de 2 ans, s'étendant donc jusqu'en 2027 selon le règlement de la Cour. Pour rappel, la juge Shafiqa Ben Saoula a été élue au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en janvier 2017 lors de la 28e session du sommet africain, et ce pour un mandat de 6 ans, et a été réélu en février 2023 pour un second mandat. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie met en lumière la forte croissance économique et le recul de l'inflation en 2024. Il souligne également la nécessité de renforcer la productivité dans les secteurs clés pour soutenir une croissance durable. C'est ce que nous dit Rina Lerari dans ce papier. Regardez. En 2024, l'économie algérienne a affiché une croissance robuste avec un produit intérieur brut hors hydrocarbures en hausse de 4,8%. Une progression notable soutenue par une consommation privée dynamique et un investissement actif selon des économistes. L'année a également été marquée par une nette décrue de l'inflation, tombée à 4% contre 9,3% en 2023. Ce recul s'explique notamment par les bonnes performances du secteur agricole qui ont contribué à modérer les prix alimentaires, et ce, malgré une pluviométrie moins abondante. L'investissement est resté solide, favorisant la croissance de la production nationale qui a progressé de près de 5%. Plusieurs filières, dont les céréales, ont connu une excellente saison, participant à cette dynamique positive dans les secteurs manufacturiers et des services. Pour l'année 2025, la Banque mondiale table sur un rebond des exportations et de la production d'hydrocarbures, notamment grâce au relèvement des quotas pétroliers au sein de l'OPEP+.
Dans son rapport intitulé « Accélérer les gains de productivité pour une croissance diversifiée et résiliente », l'institution internationale a mis l'accent sur la nécessité d'engager des réformes structurelles avec pour but d'améliorer la productivité, notamment dans l'industrie et les services, et réorienter progressivement l'emploi vers des secteurs plus productifs comme l'agriculture et la construction. Appuyé par un rééquilibrage budgétaire progressif, des réformes ciblées pour stimuler l'investissement privé et une stratégie de développement des compétences, cette orientation est essentielle pour bâtir une économie plus résiliente et indispensable pour libérer le potentiel de croissance de l'Algérie. Et l'Algérie a réalisé un exploit mondial en remportant le prix de champion des politiques pour l'environnement entrepreneurial au monde. Et ce, lors du sommet mondial de l'entrepreneuriat qui s'est tenu aux États-Unis. La délégation algérienne récompensée représente des entreprises et des start-up, mais aussi des incubateurs en phase d'expansion vers les marchés mondiaux et dont les projets ont suscité un très grand intérêt de la part des investisseurs étrangers. Coopération à présent avec la visite du ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Bentalev, en République de Slovénie. Les deux ministres ont eu des entretiens avec la ministre de la Santé slovène, Valentina Prevolnik-Rupel, l'occasion d'approfondir le dialogue entre les deux pays afin de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Les deux parties ont également évoqué l'échange d'expertise entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, notamment au sujet de la numérisation et l'élargissement de la couverture sociale. Les deux parties ont également exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de la santé et son développement dans l'intérêt mutuel, tout en insistant sur l'importance d'adopter des mécanismes de suivi pour la concrétisation sur le terrain des projets proposés. Par ailleurs, les deux ministres ont tenu une réunion avec la conseillère auprès du Premier ministre slovène chargée de la coopération, du développement et de l'aide humanitaire et présidente de la fondation caritative Danilo Turk, Mojca Tuc. Cette rencontre enrichissante tenue hier a permis un échange de vues approfondi sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la santé, du développement social et de l'action humanitaire, tout en mettant l'accent sur le rôle fondamental de la société civile dans le soutien aux politiques publiques à dimension humaine. Les deux parties ont souligné leur convergence quant aux principes en matière de paix, de solidarité et de justice internationale, notamment à travers leur engagement commun en faveur de la cause palestinienne. Et l'Algérie continue d'être au centre du discours haineux de l'extrême droite française, nostalgique du passé colonial de la France. Une mouvance qui instrumentalise des journalistes et des youtubeurs qui propagent depuis plusieurs mois leur venin contre leurs compatriotes. Leur jeu est démasqué, notamment à la faveur de la contribution d'Algérie patriotique signée Mokran Hafsi. Plus de détails avec Yamina Saïdji. Une contribution publiée sur le site Algérie Patriotique dénonce une campagne haineuse et agressive ciblant l'Algérie, dont les instigateurs sont qualifiés par l'auteur d'orphelins du verbe et de plumitifs à la solde des ennemis de leur pays. Certains journalistes et youtubeurs algériens vivant à l'étranger y sont accusés de diffuser depuis plusieurs mois un discours toxique contre leurs compatriotes, tout en jouant leur rôle de relais d'une extrême droite française nostalgique de l'ère coloniale. L'auteur cite certains de ces individus qui travaillent en étroite collaboration avec des cercles pro-sionistes et des officines spécialisées dans la désinformation et la déstabilisation. Il les accuse d'islamophobie et d'avoir justifié les massacres d'enfants à Gaza au nom de la légitime défense, tout en se rangeant derrière des organisations terroristes dans un soutien assumé au sionisme. D'autres encore sont accusés de xénophobie et d'être à la botte de l'extrême droite française, dont les figures de proue sont Bruno Retailleau et Xavier Driancourt, ancien ambassadeur à Alger. L'auteur en cite d'autres qui l'accusent d'avoir avoué une trahison parfaite dans des textes hostiles, jugés et triqués. Ou encore d'être des pharaons du net qui seraient alignés sur les positions de la puissance coloniale la plus réactionnaire. L'auteur conclut que toutes ces attaques, quelles qu'en soient les sources, Paris, Rabat ou ailleurs, convergent vers un même objectif, servir les intérêts de l'entité sioniste en ciblant l'Algérie et ses positions fermes et nobles concernant les causes justes et à leur tête, la cause palestinienne.
Et justement, dans l'actualité littéraire, il y a le nouveau livre de l'écrivain universel Rachid Boujedra, Les contrebandiers de l'histoire, publié par la maison d'édition et de traduction Dar al-Hikma. L'ouvrage se veut comme une réponse aux propos de Boualem Sansal et de Kamel Daoud. L'auteur a choisi cette fois la confrontation directe avec la nouvelle littérature coloniale qui s'accapare l'histoire, méprise la culture et ignore la géographie. Le livre publié par la maison d'édition Dar al-Hikma de son propriétaire Ahmed Madi, président du syndicat national des éditeurs, est considéré comme la première réaction de la classe intellectuelle à la campagne mensongère menée par Boualem Sansal et Kamel Daoud et derrière eux l'élite néocoloniale française qui fantasme sur les crimes coloniaux appuyés et soutenus par l'extrême droite française. Le livre que l'éminent Rachid Boujedra a choisi d'écrire en arabe et en français se veut une argumentation littéraire, intellectuelle et culturelle contre les racines de la littérature coloniale qui rêve aujourd'hui d'un retour au mépris des peuples, à la répression de leur volonté et à la confiscation de leur identité. Le livre se veut une réponse ferme et révélatrice à ce que tentent de faire les élites colonialistes qui utilisent des figures comme Boualem Sansal et Kamel Daoud. L'auteur se dresse donc pour contredire leurs prétentions appelant au dialogue et à la discussion et expose cette nouvelle littérature coloniale en mettant à jour les susceptibilités et les backgrounds du concept de néocolonialisme qui aujourd'hui se part des slogans éculés de l'Occident comme la liberté d'expression et de penser. À l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas dans plusieurs villes du pays. Les Marocains dénoncent la cherté de la vie et l'exclusion sociale, un rejet net du système en place alors que les expulsions forcées sont toujours d'actualité. Des familles entières se retrouvent à la rue sans relogement et sans aucune aide. Meissa Lebhouela. Si la pauvreté et le chômage font désormais partie du quotidien des Marocains, c'est l'expulsion brutale des familles de leur seule habitation qui suscite aujourd'hui l'indignation. On est complètement mis de côté. Nous nous sentons plus comme des citoyens marocains. On n'a aucun droit. La souffrance de ces familles ne s'est pas arrêtée à leur expulsion. Elle s'est aggravée avec la démolition et la saisie de leur commerce au nom de l'aménagement de l'espace public et de la mise en œuvre de projets de réurbanisation. Face à cette double pression du Marzen, de plus en plus de Marocains se retrouvent acculés, n'ayant plus que deux choix douloureux, l'exil ou la mort. On peut faire confiance à personne. Ils nous ont tous trahis. Le gouvernement est en train d'enterrer vivant le citoyen marocain. S'ils veulent plus de nous, qu'ils nous laissent partir. Mieux vaut mourir que vivre ici dans cette misère. J'ai 4 enfants. C'était ma seule source de revenus. Maintenant, je n'ai plus aucun sou qui rentre pour nourrir mes enfants. Face aux expulsions, à un quotidien indigne imposé à des familles entières, les Marocains se retrouvent pris en étau entre une politique d'expulsion et le silence d'un régime qui détourne le regard. Et au Proche-Orient, le génocide sioniste contre le peuple palestinien se poursuit. Au moins 18 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce mercredi dans une frappe menée par un drone de l'armée sioniste ayant visé une tente de déplacés à Khan Younes, au sud de Gaza. Les détails avec Rina Lerari. De jour comme de nuit, les frappes meurtrières de l'armée d'occupation sioniste s'abattent sans relâche sur les camps de réfugiés palestiniens. Les roquettes et missiles visent même les abris de fortune, comme cette tente dressée au niveau du port de pêche de Gaza, où s'était installée une famille fuyant le nord de l'enclave, ciblée pendant son sommeil. Parmi les victimes, de nombreux enfants, dont les corps calcinés et méconnaissables ont été transférés vers les chambres froides. Regardez leur état, nous avons perdu tous nos enfants. Ce raid n'est qu'un parmi des centaines d'autres qui frappent Gaza chaque jour, fauchant la vie de milliers d'innocents et laissant de nombreuses familles décimées. Cette réalité est devenue celle du peuple palestinien, pris au piège dans un génocide commis sous les yeux du monde entier. Ces enfants prenaient leur petit déjeuner aux côtés de leur mère lorsque le missile les a frappés. En un instant, cette tente s'est transformée en scène de mort. Ils ont tous été tués. Au nord de Gaza, récemment désertée par l'armée d'occupation sioniste, des familles reviennent malgré le risque en espérant retrouver des traces de leur maison,
uniquement pour y découvrir des restes humains abandonnés et des corps en décomposition laissés à l'air libre. Beaucoup pleurent aujourd'hui leurs disparus, qui se comptent par dizaines, encore ensevelis sous les décombres. Tout notre quartier a été détruit, il n'en reste que des ruines. Tout a été rasé. Nous étions très contents de trouver un sac de lentilles pour nous nourrir. J'ai décidé de revenir chez moi, là où j'avais laissé quelques provisions pour mes enfants. Mais en arrivant, j'ai découvert que l'armée d'occupation avait tout détruit sur son passage. Du nord au sud, aucune zone de l'enclave n'est épargnée. Les frappes et bombardements ciblent indistinctement hommes, femmes et enfants. Une violence et une brutalité redoublées dans le but manifeste d'exterminer la population razaoui. Retour chez nous, dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités de garde-côte du commandement des forces navales relatifs au sauvetage des vies humaines en mer et suite à la réception par le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer du service national des garde-côtes du commandement des forces navales hier mardi 3 juin 2025 à 22h47 d'une demande d'évacuation sanitaire d'urgence concernant un marin de nationalité turque, membre de l'équipage du navire pétrolier battant pavillon Malte en provenance de la Libye vers la Belgique à 28 miles nautiques du nord d'El Aouana à Jijel immédiatement et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer à Jijel en 5e région militaire. Une opération d'évacuation sanitaire en mer a été déclenchée à travers l'engagement de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage, le AS-16, relevant du 160e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage. Le marin turc blessé a été immédiatement évacué vers l'aéroport de Tahrir à Jijel et il a été transféré par les agents de la protection civile à l'hôpital de Jijel pour recevoir les soins nécessaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances. Et dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 28 mai au 3 juin 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP. Des détachements de l'ANP ont abattu 2 terroristes et récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions à Khenchla en 5e région militaire. Dans ce contexte, les terroristes dénommés Riken Brahim alias Bilal et Lahad Brahim alias Moussa se sont rendus aux autorités militaires de Borj Badji Mourtar en 6e région militaire en leur possession 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique, une quantité de munitions et divers effets, alors que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 63 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'un quintal et 31 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à plus de 2,59 millions de comprimés ont été saisis lors d'opérations menées à travers les régions militaires. À Tamarasset, Borj Badji Mourtar, Ingzem et Janet, les détachements de l'ANP ont arrêté 220 individus et saisi 50 véhicules, 281 groupes électrogènes, 183 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 13 autres individus ont été arrêtés et 11 fusils de chasse et 11 000 litres de carburant ainsi que 18 quintaux de tabac et 39 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 323 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 380 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, conclut le bilan de l'ANP. Football, équipe nationale
L'équipe nationale d'Algérie est arrivée à Constantine ce mercredi à la veille de son match amical contre le Rwanda. Les Verts ont effectué une dernière séance d'entraînement au stade Shahid Hamlaoui, le stade où ils joueront ce jeudi à partir de 17h. Et on vous propose d'écouter les joueurs de l'équipe nationale au micro de Smaïl Benqaïdia. Mais je pense que c'est un match important pour voir tout le monde, des nouveaux joueurs. C'est important de bien jouer et de continuer sur ce qu'on a fait au début depuis un certain temps. Oui, c'est un match amical, mais tous les matchs, on est là pour les gagner. On n'est pas là pour y aller tranquille. Que ce soit un match amical ou un match officiel, voilà, on va tout faire pour le gagner. Et d'ailleurs, Smaïl Benqaïdia est en direct avec nous de Constantine pour nous donner les dernières nouvelles de la sélection nationale. Smaïl, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah. C'est vrai que l'équipe nationale va entamer ce petit périple de 2 matchs amicaux. L'un contre le Rwanda, ce sera demain à 17h à Constantine, un stade qui reçoit ça fait déjà 2 années que l'équipe nationale n'a pas joué un match amical ici. C'était contre le Cap-Vert et un score cassé élogieux, 5-1. D'ailleurs, les joueurs, juste avant cette séance d'entraînement qui se déroule derrière nous, étaient en train de se dire que ça serait bien de rééditer l'exploit et le score du précédent match amical ici à Constantine. Il faut dire que les 2 joueurs qui ont été libérés par le coach, qui sont Guitone et Abdelib, ont été excusés pour ce stage, mais le reste de l'équipe affrontera le Rwanda puis la Suède. Mais il faut dire que ce qu'on retiendra, c'est surtout cette ambiance qui prévaut au sein de l'équipe nationale, qui juste après le match va regagner Sidi Moussa pour accomplir la fête de l'Aïd ensemble et puis préparer la seconde manche. Mais là, on va bien sûr nous se fixer sur le rendez-vous contre le Rwanda à 17h, stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Merci beaucoup Smaïl Benqaïdia d'avoir été avec nous depuis le stade de Constantine et on croise les doigts pour les Verts. Et à la fin de ce journal, on vous fait visiter un des plus beaux monuments historiques de la capitale, la citadelle d'Alger, construite au XVIe siècle. C'est l'une des étapes incontournables de la Casbah d'Alger pour les touristes locaux et étrangers. Appelée également Dar Sultan, la citadelle a connu de nombreuses opérations de restauration toujours en cours d'ailleurs. Et dans le but est de préserver ce patrimoine vers cette page de notre histoire. C'est un reportage signé Yamina Saïdji. Regardez. La Casbah d'Alger a un joyau architectural où chaque ruelle raconte une histoire. La citadelle d'Alger, appelée également Dar Sultan, est la pièce maîtresse de la Haute Casbah. Le palais du Dey, la Poudrière ou le palais des Beys témoignent de la splendeur d'un passé remontant au XVe siècle. Suspendue entre ciel et mer, la citadelle veille majestueusement sur la baie d'Alger. La citadelle comprend plusieurs monuments emblématiques dans l'entrée principale connue sous le nom de Srifa. C'est le premier édifice qu'on découvre en pénétrant dans l'imposante demeure du Dey. Nous avons également le palais du Dey, célèbre pour l'incident historique du coup d'éventail, ainsi que le palais des Beys, où logeaient les Beys qui venaient rendre visite au Dey pour lui remettre les bilans administratifs et les recettes fiscales. Afin de préserver ce précieux héritage, d'importantes opérations de restauration sont assurées par des spécialistes algériens, sous la supervision de la wilaya d'Alger. Une démarche qui vise à redonner à la vieille Médina son lustre d'antan, elle qui représente un symbole de l'histoire de l'Algérie. L'équipe des historiens, des archéologues, donc خبراء اللي يتبعوا هذا الاشغال. Le souci essentiel c'est de préserver les éléments authentiques. المشاريع اللي تم إنجازها. De nombreux projets de restauration de monuments ont été finalisés, à l'exemple de la Poudrière, Dar el-Baroud, ainsi que la mosquée du Dey au niveau de la citadelle. Nous avons également Dar Bouhired, Dar Beshtarzi, ainsi que le complexe du mausolée de Sidi Abdelrahman Taalibi. Tous ces sites ont été restaurés et ouverts au public.
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah d'Alger fait toujours l'objet d'un vaste programme de restauration. Certains monuments ont déjà été entièrement réhabilités et sont ouverts au public. D'autres chantiers d'envergure sont en cours pour offrir à la vieille Médina une nouvelle jeunesse. Et avec ce patrimoine datant du XVe siècle et absolument à préserver, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. À très bientôt. Au revoir.